Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète. Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons découvrir la décroissance avec Yves-Marie. Est-ce qu'on peut poursuivre à voyager dans un monde aux ressources limitées? Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de la décroissance, où produire moins rime avec partager plus et décider ensemble. Attachez vos ceintures, car ce podcast promet d'être révélateur. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'au bout pour ne rien manquer. Et maintenant, sans plus tarder, saluons notre invité spécial, Yves-Marie Abraham. Comment vas-tu aujourd'hui? Un peu fatigué après 3 heures de cours, mais ça va pas mal. Super, bon, j'espère que tu auras encore de l'énergie pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut savoir que nous sommes rencontrés lors de ton cours à HEC Montréal sur la décroissance soutenable. Je dois avouer que ça a été vraiment une expérience vraiment bouleversante pour moi. Ça a quand même ouvert mes horizons et je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour éveiller les consciences de nos auditeurs. Tu enseignes la sociologie de l'économie et mènes des recherches sur le thème de la décroissance. Mais tu n'es pas seulement professeur à HEC Montréal, tu es aussi l'auteur du livre « Guérir du mal de l'infini » paru en 2019 chez Éco-Société. Tu es également membre du collectif de recherche indépendant Polémos Décroissance et responsable de la maîtrise en gestion de l'innovation sociale. Bon, pour commencer, posons tout de suite les bases. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la décroissance et en quoi ça consiste exactement? Alors, la décroissance, c'est une proposition politique qui consiste à appeler à la sortie de la course à la croissance dans laquelle tous nos pays sont embarqués aujourd'hui. Donc il s'agit d'en sortir volontairement, il s'agit de faire ça collectivement aussi, donc autant que possible. Donc autrement dit, il s'agit pas d'imposer une dictature verte, il s'agit pas de forcer qui que ce soit, et c'est vraiment une proposition et il s'agit d'en discuter aujourd'hui. Ce qu'on vise, c'est bien la croissance économique, c'est ça qu'on veut arrêter, c'est pas toute croissance personnelle, croissance de l'amour, pourquoi pas, mais la croissance économique, c'est ce qui nous paraît devoir être remis en question aujourd'hui, pour 3 raisons essentielles. La première, elle est écologique. C'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on a de la croissance économique, on a de la destruction écologique. On ne sait pas générer une croissance verte ou une croissance propre. Même si on nous la promet depuis longtemps, pour l'instant, elle n'a jamais été observée. Alors on nous la promet encore pour demain. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça, par contre, j'ai pas de certitude, puisque l'avenir reste ouvert. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est ça. Si on a de la croissance, on a une aggravation de la situation sur le plan écologique. C'est la première raison de refuser cette course à la croissance, de vouloir en sortir. La deuxième, c'est que par ailleurs, c'est une course qui est très injuste, en fait, qui profite un peu toujours aux mêmes. Je suis une espèce d'incarnation, d'ailleurs, des gagnants de la course à la croissance. C'est plutôt des Blancs en Occident, habitant des grandes métropoles riches, dans des quartiers riches, des hommes aussi, c'est pas un hasard, donc qui sont plutôt les gagnants. Les perdants, c'est plutôt souvent des femmes qui ont la peau noire, qui vivent ou la peau sombre, ou la peau, en tout cas pas la peau blanche, et qui vivent dans des bidonvilles, dans des pays dits du Sud. Et en fait, quand on regarde pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent, toujours les mêmes qui perdent, c'est parce que derrière cette course à la croissance, qu'on peut présenté comme une espèce de jeu avec des guillemets. Ce jeu, en fait, il repose sur un mode de fonctionnement qui est très inégalitaire, en fait, avec des rapports d'exploitation qui sont très déterminants. Et alors, le rapport d'exploitation, il y a le salariat. Le rapport salarial en lui-même est un rapport d'exploitation. Ça reste un rapport inégal. En fait, il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir là-dedans, c'est celui qui a le capital. Celui qui vient vendre sa force de travail, il a moins de pouvoir a priori, et ça permet à celui qui a le contrôle du capital de tirer plus de l'échange
que sa contrepartie. Il y a un rapport d'exploitation aussi des femmes par les hommes. Les femmes sont encore très largement en charge de ce qu'on appelle le travail de reproduction, c'est-à-dire tout ce qui consiste à donner la vie à un humain, à l'élever, à le soigner, à lui donner de l'amour, puis à faire la même chose avec un adulte, par exemple un conjoint. À tenir sa maison, à faire les courses, enfin bon, tout un travail qui est absolument essentiel à la vie humaine en général, qui a toujours été essentiel à toutes les sociétés humaines. La particularité dans notre société, c'est que ce travail, il a été invisibilisé comme travail. En fait, il n'est pas considéré comme travail. Il est considéré comme quelque chose d'inscrit dans la nature des femmes, quelque chose qu'on va faire par amour. Donc un travail gratuit, en tout cas que le système ne paye pas. Alors le système, on va lui donner un nom, il s'appelle capitalisme, et ce capitalisme ne paye absolument pas ce travail, et pourtant il en dépend totalement. Donc là, il y a aussi une explication au fait que les perdants, c'est souvent les femmes, parce que même si elles ont accès au marché du travail, elles vont souvent faire la double journée. Enfin, bon, tout ça permet de comprendre pourquoi elles s'en sortent moins bien. Et puis, pourquoi elles sont dans le Sud ? Parce qu'on reste aujourd'hui prisonnier de rapports d'exploitation des pays du Sud par le Nord. Ce sont des rapports néocoloniaux. Bien sûr que les pays du Sud ont obtenu une indépendance politique, mais ils n'ont pas obtenu une indépendance économique. En fait, ils ont obtenu une indépendance institutionnelle, mais même politiquement, ils n'ont pas vraiment d'autonomie. Ils sont encore très largement dominés par les pays du Nord. Ce qui permet à ces pays du Nord, là aussi, de s'engager dans des rapports très inégaux, en fait, où on va aller chercher le meilleur de ces pays du Sud et on va leur envoyer nos déchets et puis nos marchandises à bas prix, éventuellement aussi, ce qui est tout à fait essentiel. Donc voilà. Donc en gros, pourquoi refuser cette course ? Parce qu'elle est destructrice, parce qu'elle est très injuste. Et puis il y a un dernier élément qui est peut-être un peu plus existentiel aussi, c'est que cette course finalement, elle a quelque chose d'insensé en fait. On le sent bien dans nos vies quotidiennes, même nous qui sommes plutôt du bon côté du bâton, on va dire. On sent bien qu'il y a une course folle qui n'a plus vraiment de sens, parce que on est nous-mêmes des moyens de cette espèce de processus d'accumulation d'argent. Et puis on s'épuise, on cherche du sens ailleurs, on finit en burn-out. Donc il y a vraiment quelque chose de profondément aliénant dans cette course, quelque chose d'assez inhumain. Alors c'est plus inhumain au sud qu'au nord, mais même au nord finalement, on se retrouve embarqué dans un truc qui nous rend pas heureux. Alors voilà la troisième raison de vouloir sortir de tout ça. Donc tu nous as évoqué de pourquoi sortir de la croissance, mais du coup, quelle serait la solution ? C'est quoi au final la décroissance ? Alors peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que la décroissance, c'est une idée qui s'est imposée depuis 20 ans, et elle s'est imposée contre l'idée de développement durable. Donc ça, il faut quand même le préciser. Parce que en fait, on constatait que malgré les appels à un développement durable, il ne se passait pas grand-chose de positif, ni sur le plan écologique, ni sur le plan social. Et donc on a envisagé plutôt le développement durable comme ce qu'on appelle un oxymore, une contradiction dans les termes. En fait, l'idée qu'on ne pourrait pas avoir à la fois un développement et quelque chose de durable. Donc ça, c'est vraiment c'est le point de départ historique de l'idée de décroissance il y a un peu plus de 20 ans. Et ça débouche sur quelles propositions ? J'ai parlé de 3 grandes critiques, et donc en écho à ces 3 critiques, moi j'en suis arrivé à faire trois propositions qui, à mon avis, résument un peu l'essentiel. La première, c'est que si on veut arrêter la catastrophe écologique, il faut qu'on produise moins qu'aujourd'hui, moins de marchandises, moins de services aussi en fait. Donc en général, il faut vraiment accepter cette réduction de la production pour avoir une réduction de la pression sur nos ressources naturelles, sur nos ressources énergétiques, etc. Et aussi sur tous les puits de notre planète sur le plan écologique. Un puits, c'est les espaces où on rejette du déchet, où on rejette des polluants. Donc, il faut produire moins et fixer des limites à ce qu'on produit. Deuxième proposition qui vient tout de suite avec et qui doit être associée à la première, il faut absolument aussi qu'on partage plus nos richesses. En fait, si aujourd'hui il y a de la pauvreté, c'est pas parce qu'on produit pas assez. On produit largement assez pour nourrir très correctement toute l'humanité. Le problème, c'est que cette production, elle est orientée non pas vers les besoins de l'humanité, mais vers les besoins du capital qui veut croître, qui vise sa propre accumulation. Et qui fait qu'une partie de l'humanité qui ne représente pas de potentiel de profitabilité est laissée à elle-même et abandonnée. Alors la solution, c'est pas de produire plus pour que cette partie de l'humanité aille mieux, c'est vraiment de partager plus nos richesses, les richesses naturelles et artificielles. Donc ça, c'est crucial. Évidemment, c'est un peu dérangeant pour nous qui sommes riches dans le Nord, puisque ça suppose de mettre des limites aussi, pas seulement à ce qu'on produit, mais par exemple à ce qu'on possède. Donc c'est critiquer la propriété privée telle qu'elle existe. Pas toute
propriété privée, mais au moins cette propriété qui permet à quelqu'un de posséder de très grandes richesses et puis de les utiliser pour justement faire travailler d'autres à son profit, etc. Ce qu'on appellerait la propriété lucrative. Donc, produire moins, partager plus, c'est aussi essentiel pour des raisons très pragmatiques et politiques. C'est-à-dire que si on produit moins sans partager plus aujourd'hui, ça va être un chaos total parce que l'humanité qui est déjà en position de faiblesse aujourd'hui, en position de vulnérabilité, elle va se retrouver dans une position encore plus critique si on produit moins, c'est clair. Donc s'il n'y a pas dans le même mouvement un partage, ça va exploser. Cette humanité, elle ne va pas mourir dans son coin sagement en s'excusant d'exister. Et puis, troisième proposition, donc, qui vient aussi avec les deux autres et qu'il faut penser avec les deux autres. S'il s'agit de fixer des limites à ce qu'on va produire, s'il s'agit de décider comment on va partager nos richesses, il faudrait qu'on le fasse en décidant ensemble de tout ça. Donc, autrement dit, il faut qu'on tienne le principe démocratique le plus possible. Enfin, pour moi, c'est même peut-être le plus important. Tout doit partir de là, en fait. Mais donc, il ne serait pas question d'imposer une décroissance par la force. C'est vraiment pas quelque chose qu'on va défendre. Donc soit elle sera volontaire, soit elle sera démocratique, soit elle ne sera pas. Mais la décroissance, c'est avant tout un projet politique démocratique, quoi. Pour amener ça un peu dans notre secteur du tourisme, je trouve que c'est vraiment bouleversant, surtout pour l'audience qui va écouter tous ces contenus. J'aimerais savoir, penses-tu que nous pouvons continuer à voyager dans cette optique ? Alors moi, j'aime bien que vous ayez choisi le terme de voyage, parce qu'à mon avis, le voyage, il n'y a pas de raison de remettre en question le voyage en lui-même. Je pense que l'humanité a toujours voyagé. Alors, peut-être que ce n'est pas le terme, en tout cas, elle s'est toujours déplacée. Mais je pense qu'elle a même toujours voyagé. J'ai été marqué récemment par la lecture d'un bouquin en anthropologie qui parle d'ailleurs d'une société de chasseurs-cueilleurs en Colombie. Je me souviens plus dans quelle région ça se passe. Je me souviens plus du nom. Je vois de quelle région il s'agit. Et un des passages fabuleux de ce livre, c'est un moment où un des indigènes qui est interrogé par l'anthropologue lui explique, mais moi pourquoi je suis chasseur-cueilleur, mais pour moi je m'ennuierais tellement à pas bouger, quoi. Ce serait tellement ennuyeux d'avoir tous les jours le même arbre devant moi, la même lac. Moi j'ai besoin de bouger. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez beau là-dedans, d'assez juste. Donc il y a un plaisir à bouger et je crois que ça c'est profondément humain. Donc l'idée de voyage, ça me paraît essentiel à garder. Et moi j'aurais tendance à l'opposer, sans y avoir beaucoup réfléchi, mais au tourisme. Le tourisme me paraît être une invention occidentale moderne et finalement une activité essentiellement industrielle, donc qui participe au désastre actuel. Donc la question c'est comment garder le voyage tout en rejetant le tourisme. C'est pas évident, donc bon courage à vous deux. Mais voilà, ça me paraît pas non plus impossible. Enfin, pour moi, il faut préserver les conditions de possibilité du voyage. Alors après, comment on va en discuter, mais... Est-ce que peut-être tu auras des idées en lien de comment on pourra nous réinventer et pour être d'accord avec la décroissance ? C'est sûr que déjà il y a les moyens du voyage qui font partie du problème aujourd'hui. Donc j'aurais tendance moi à penser que une société post-croissance sera une société à peu près sans avion. Enfin, donc, je ne vois pas comment sauver l'aviation. Ça me paraît vraiment très, très, très improbable et puis pas forcément très souhaitable, même si je suis français et que j'ai donc une partie de ma famille, même en fait toute ma famille qui vit de l'autre côté de l'océan. Mais on a des moyens low-tech de se déplacer, y compris sur un océan. Donc, la voile est quelque chose qui peut très bien marcher. Ça par contre, il n'y a pas de raison de penser qu'on aurait à se passer de voilier, par exemple. Alors c'est sûr que ça imposerait une lenteur bien plus importante qu'aujourd'hui. Donc c'est sûr que le voyage, il prendrait une autre forme. Ça supposerait de ralentir. Donc c'est là où c'est en contradiction totale avec la logique d'accélération permanente de nos sociétés. Donc s'engager sur cette voie-là, c'est s'engager contre la société de croissance. Donc ça suppose une remise en question fondamentale. Donc voilà, donc ça c'est sur la question des déplacements. Après, il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'un voyage. Faire en vélo Montréal, Mont-Tremblant, c'est tout un voyage
j'ai déjà fait. Puis c'est vraiment un très beau voyage. Dans les dernières années, c'est parmi les plus beaux voyages que j'ai fait, en fait. Bien plus intéressant que d'aller dans un autre pays ou dans une autre grande ville qui ressemble à Montréal, où on a à peu près les mêmes enseignes, où on a les mêmes... Donc ce serait à une échelle beaucoup plus locale aussi que je défendrais le voyage, et peut-être même micro-local. Enfin, je pense qu'il y a des voyages à faire même au sein de Montréal. Donc il faut les yeux pour le voir, il faut des gens qui soient capables aussi de nous faire voir tout ce que ça peut avoir d'intéressant. Mais donc ce qui fait que moi j'envisage la suite de façon très sereine sur la question du voyage. Je pense que le monde est assez fascinant et assez beau encore pour l'instant pour qu'à une échelle très réduite, avec des moyens très limités, on puisse faire encore des très beaux voyages. Dans le cadre de En Trip Nature, le podcast, on s'intéresse énormément au tourisme régénératif. Donc c'est un tourisme au final où le visiteur laisse la destination dans un meilleur état à son départ que lors de son arrivée. Ça remet quelque part, si on veut, les communautés, mais aussi les écosystèmes au centre des décisions touristiques parce qu'on écoute leur voix et on répond aux leurs besoins au maximum que l'on peut. Donc c'est un petit peu cette idée de connexion aux autres et aussi à la nature. On met de l'avant aussi l'entraide, donc avec aussi un peu la théorie du care qui est notamment abordée dans le tourisme régénératif pour tisser en fait tous ces liens et toutes ces connexions. Dans le tourisme régénératif, on a aussi une approche systémique du tourisme. C'est-à-dire, au lieu de le voir comme quelque chose de linéaire, avec un début, une fin, on le voit plus comme un ensemble d'acteurs qui vont créer au final cette expérience touristique. Et ce peut être des fois des acteurs auxquels on ne pense même pas, des agriculteurs, ou bien la biodiversité elle-même, ou encore des activités. Ça peut être vraiment très vaste. Et c'est vraiment de le voir comme un système, un peu comme une toile d'araignée, où tout est interconnecté. Donc, avec un petit peu ces idées, cette explication sur le tourisme régénératif, quels seraient les liens que tu pourrais faire entre ce type de tourisme et la décroissance ? Ouais, peut-être au préalable, une première chose. Pour moi, dans un monde post-croissance, le besoin en même temps absolu, on va dire de foutre le camp, pour être vulgaire, mais ça va permettre d'appuyer sur ce point-là. Le besoin de foutre le camp qu'on éprouve dans nos vies aujourd'hui, ce besoin-là, il devrait disparaître en fait, parce que dans un monde post-croissance, on devrait être dans un milieu de vie en fait où on serait bien. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on voyage autant ? Pourquoi est-ce qu'on a autant envie de foutre le camp ? C'est parce que en fait, notre quotidien est assez insupportable en fait, pour beaucoup d'entre nous, y compris pour les plus riches d'entre nous. Donc déjà, ça limiterait énormément le voyage, je pense. Alors, l'idée, ce serait de s'inventer un monde où cette nécessité d'aller voir ailleurs, d'aller respirer de l'air ailleurs, ne serait pas aussi importante qu'aujourd'hui. Donc il y aurait, pourquoi pas, un tourisme régénératif, mais c'est sûr que ce serait dans des proportions, à mon avis, qui seraient beaucoup, beaucoup plus limitées, parce que, tout simplement, on serait très bien là où on est. Pourquoi on irait voir ailleurs ? De temps en temps, peut-être aller faire un tour, mais pas aussi, de manière aussi systématique qu'aujourd'hui. Après, par rapport à la définition que tu proposes, tu vois, il y a des choses qui existent déjà et qui pourraient ressembler pratiquement à ce que tu viens d'évoquer. J'ai des amis qui sont impliqués dans... voilà que le nom m'échappe, mais dans un organisme communautaire qui fait du bénévolat dans des fermes autour de Montréal aujourd'hui. C'est dommage que je ne me souvienne plus du nom de cet organisme, mais bon, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, oui, alors ils prennent des bagnoles, ils brûlent du carburant, c'est vrai, mais ils vont toute la fin de semaine donner un coup de main à des maraîchers qui ont besoin de main-d'œuvre, effectivement, qui essayent de produire de façon plus soutenable, qui essayent de produire aussi de la nourriture de meilleure qualité. Ça prend de la main-d'œuvre, en fait. Pour imaginer une agriculture qui serait, elle, soutenable, tout en étant juste, en fait, il va falloir beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Alors, typiquement, ça, je pense que ça pourrait ressembler à ça, et je pense qu'une partie des citadins pourrait trouver son compte à faire aussi ce genre de séjour, plus ou moins long, dans ce genre de circonstances. Et j'imagine que dans beaucoup de régions, on pourrait avoir ça. Donc, on aurait quelque chose d'assez saisonnier. Selon les activités, on pourrait imaginer que les citadins passent 1 mois, 2 mois
à donner un coup de main sur tel ou tel projet, tel ou tel type d'activité. Et pour moi, j'appellerais pas ça tourisme, parce que bon, c'est un mot que je déteste trop, mais ça ressemblerait quand même à ce que tu décris comme du tourisme régénératif, il me semble. Et ça pourrait être intéressant, parce que c'est tout un débat aussi. J'ai évoqué la possibilité de concevoir un monde où on se sente suffisamment bien pour pas avoir besoin d'en partir dès que c'est possible. En même temps, est-ce que dans un monde post-croissance, on en a terminé avec les villes? Sans doute pas. Je pense qu'on va continuer à avoir des villes pour diverses raisons, positives et négatives. Enfin, la ville est aussi un lieu qui a des vrais atouts, y compris au regard des valeurs que je défends. Donc, c'est un lieu qu'on peut défendre. Par contre, pas dans l'état actuel des villes, qui sont beaucoup trop grosses, qui sont en train de littéralement de dévorer le reste du monde. Donc, il y a un rééquilibrage à penser, et ça, j'imagine qu'on pourrait faire un lien entre cette tentative de rééquilibrage entre la ville et la campagne, et puis ce que tu appelles le tourisme régénératif. Il y a quelque chose à faire dans cette direction. Et est-ce que tu vois que peut-être du coup le tourisme régénératif pourrait être une réponse un petit peu à la décroissance pour l'industrie touristique, pour justement s'en aller des pratiques extractives actuelles? Sur le fond, compte tenu de ce que tu décris, je pense que c'est pas impossible. Par contre, je vais quand même attaquer la notion. Tourisme régénératif, pour moi, c'est encore un oxymore. Et notre monde actuellement invente énormément d'oxymores, c'est-à-dire des expressions qui sont des contradictions dans les termes, pour essayer justement de faire comme si on était capable de dépasser cette contradiction. Et pour moi, il y en a une vraiment entre tourisme et puis soutenabilité ou régénération. Il y a clairement aujourd'hui une contradiction dont vous avez conscience. C'est bien pour ça que vous faites ce que vous faites. Mais est-ce que le terme lui-même, il est le bon? J'aurais tendance à dire que non. À mon avis, il faudrait trouver autre chose, dans lequel la notion de voyage me paraît très importante. Donc ça, je crois que on tient un bon mot là, qui lui... Qu'est-ce que tu aimerais proposer? Je sais pas. Vraiment, je vous balance ça, après débrouillez-vous, non, mais voilà, là je vous embête sur la notion, mais c'est quand même assez important parce qu'effectivement, comme dit un sociologue français là qui a écrit un très bon livre là-dessus, la politique de l'oxymore, il dit on est vraiment pris là-dedans actuellement. On nous bassine à longueur de journée avec ces oxymores qui sont autant de manières finalement de pas vraiment changer les choses en donnant l'impression qu'on est en train de les changer, en fait, tu vois. Donc moi j'aurais tendance à essayer de trouver autre chose que cette association de ces deux mots. Mais sur le fond, après, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant autour de ces échanges ville-campagne qui pourraient être saisonniers, qui pourraient se faire autour d'activités très essentielles à la vie de ces campagnes, parce que en fait, il y a la question de la nature, mais j'imagine que dans la régénération, il y a aussi l'idée de régénérer aussi une certaine vie sociale, qui est essentielle. Les sociétés de croissance ont tendance effectivement à vider les campagnes, non seulement de leurs ressources naturelles, mais aussi des humains qui y habitent. Ça en fait des lieux qui sont très, très pénibles à vivre, qui ne sont pas intéressants, qui sont invivables, en fait, qui sont inhumains parce qu'il n'y a plus d'humains, ou il y en a trop peu pour que ça soit intéressant. Donc il y a quelque chose qui se tient là-dedans encore, et donc à part le mot, je pense que c'est intéressant comme lien. C'est vrai que l'idée derrière, c'est vraiment d'essayer de régénérer quelque part les communs, les biens communs qu'on appelle. Ça peut être par exemple des choses immatérielles, telles une langue, comme quelque chose de matériel, comme une forêt, ou bien un lac, ou bien une plage. Donc il y a aussi toute cette idée-là derrière, et c'est ce qu'on aimerait, c'est ce que le tourisme régénératif, même si c'est peut-être pas le mot exact, cherche du coup à vraiment régénérer et faire prospérer dans le futur. Donc c'est vraiment cette idée-là. Non, parce que c'est sûr que après, quand on reprend une des critiques que j'évoquais tout à l'heure, les rapports nord-sud, les rapports d'exploitation du sud par le nord, pour moi, c'est sûr que le tourisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un des principaux reproches qu'on peut lui adresser, en fait. Et l'espèce de dépendance dans laquelle on maintient les populations du Sud par rapport à ce tourisme du Nord. C'est comment défendre ce truc-là? Pour moi, je comprends pas. Donc oui, ça serait forcément... comme d'ailleurs tout ce qu'on propose dans la décroissance, en fait, un des mots-clés, c'est l'idée de relocalisation. Donc, ce serait aussi une idée de
relocalisation aussi du voyage, du déplacement, y compris du déplacement pour des raisons de loisirs. Donc ce serait à une échelle locale, je crois qu'il faudrait en tout cas comme moi je le défendrais. Ouais. Oui, en plus, on peut éveiller les consciences des gens du Sud, par exemple. Ça, c'est aussi, je pense que c'est une chose à faire. Parce que c'est sûr qu'eux, ils font son mieux par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc, c'est un peu difficile, ça aussi. Bah oui, il y a l'habitude aussi. L'habitude de la dépendance, l'habitude de vivre comme ça, en ayant besoin du Nord. Mais donc, ouais, non, ça, c'est pas évident. Mais pour moi, la voie d'une amélioration de la situation dans le Sud, c'est une véritable indépendance économique et politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et la possibilité déjà que les humains qui habitent dans le Sud aient justement la possibilité de décider ensemble de comment ils veulent vivre. C'est pas, mais c'est loin, mais c'est pour moi, là, je vois pas d'autre solution que celle-là. Ça implique beaucoup de remise en question, mais ça me paraît vraiment le principe à respecter en premier. Et c'est aussi pour ça qu'avec le tourisme génératif, on a envie quelque part de donner la parole en fait aux communautés et de leur décider, de leur laisser le choix de décider comment elles veulent justement accueillir les touristes et selon leurs critères et leurs besoins et leurs envies aussi, parce que des fois elles n'ont pas envie d'avoir des flots touristiques de personnes qui viennent chez elles. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment de leur redonner quelque part le pouvoir de décider de comment recevoir des voyageurs, des touristes chez elles. Donc, et aussi de quelque part les accompagner dans cette démarche et de les rendre autonomes dans ces processus pour aussi, si elles décident d'accueillir des voyageurs, qu'elles puissent pouvoir le faire elles-mêmes et qu'elles n'aient pas besoin d'aide extérieure. Donc j'ai juste une dernière question. Et pour fermer la boucle, qui souhaites-tu que l'audience retienne? Je pense que c'est une très grosse question. Et aussi, c'est un sujet qui est vraiment, comme j'avais dit, bouleversant. Je pense que c'est un peu un choc pour les gens qui vont écouter un peu. Mais c'est aussi, ça a réveillé la conscience. On a besoin de tous les différents sujets qui sont maintenant pour pouvoir réfléchir, s'allumer un peu aussi de la théorie et les choses qui passent vraiment maintenant. Moi, je continue à défendre, c'est ça l'idée d'un voyage, mais qui ressemble tellement pas au voyage qu'on connaît aujourd'hui, qui est quelque chose de beaucoup plus risqué, où on s'engage beaucoup plus personnellement, qui est beaucoup plus exceptionnel aussi, ça me paraît crucial. Mais donc je garde quand même ça, parce que je crois que vraiment l'humain, regarde, on est en Amérique du Nord là. Pourquoi il y a des humains en Amérique du Nord? Parce qu'il y en a qui ont fait des grands voyages il y a très très longtemps à pied, pour toutes sortes de raisons, peut-être pas juste pour voir du pays, mais sans doute aussi pour voir du pays, peut-être. Donc ça, je garderai ça. Pour moi, c'est aussi le propre de l'humain. Peut-être une des caractéristiques. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en faire une caractéristique par rapport à d'autres animaux. Mais par contre, oui, le tourisme tel qu'il existe aujourd'hui me paraît vraiment indéfendable, et vraiment faire partie du désastre, avec en plus ce paradoxe où on a une activité qui détruit sa propre ressource en fait continuellement en fait. On le voit de façon spectaculaire dans des endroits comme Venise ou autres, mais donc c'est toute la beauté du monde aussi qui est détruite par le tourisme, c'est toute la diversité aussi qui est détruite, donc c'est des formes d'exploitation très très lourdes, donc ouais, je crois qu'il y a vraiment urgence à remettre en question cette affaire-là, mais à se demander aussi pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux à vouloir foutre le camp de chez nous aussi souvent. C'est parce qu'on n'est pas capable de s'inventer une vie convenable et acceptable ici. Donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Je pourrais juste ajouter que j'ai une autre raison aussi. Et moi, j'aime beaucoup les cultures. Donc connaître l'autre, c'est aussi pour moi, par exemple, comme personne. C'est juste pour sortir de ma vie actuelle, mais aussi pour connaître l'autre, parce que je suis très intriguée de comment l'autre il vit. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je défends la biodiversité, mais je défends aussi la sociodiversité, c'est-à-dire la diversité des langues, la diversité des manières de vivre ensemble, mais la dynamique capitaliste actuelle tend vers une homogénéisation et donc tend vers une érosion de la sociodiversité qui est incroyable. Et malheureusement, je pense que le tourisme participe de cette érosion de la sociodiversité, d'où l'importance donc d'arrêter cette industrie et de penser une relocalisation qui elle-même pourra
permettent une régénération peut-être justement des différences de lieux, des façons de vivre différentes qui aujourd'hui est complètement menacée par notre dynamique de croissance. On te remercie beaucoup pour être avec nous aujourd'hui dans notre épisode de la décroissance et pour amener ces sujets si intéressants et aussi choquants dans l'industrie touristique. Merci beaucoup à vous. Je suis bien content que Naomi ait gardé un suffisamment bon souvenir du cours pour avoir encore envie de m'entendre. Je suis bien ravi et content d'avoir réfléchi avec vous à haute voix à ces questions sur lesquelles je n'ai pas travaillé spécialement, mais c'est tout à fait intéressant. Et je suis ravie d'en faire partager l'audience parce que ça a été, comme j'ai dit, vraiment bouleversant pour moi ton cours et je suis juste ravie de pouvoir partager ça avec tout le monde ici présent. En tout cas, encore un grand merci et puis on va peut-être se revoir une prochaine fois. Who knows? Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.